Salam alaikum, Azul Flaoun. Merci pour la présentation. Merci au club scientifique pour l'invitation. C'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous une nouvelle fois. Merci Yassine Mohoubiandel en particulier, à Texaha pour les efforts que tu as fait. On était en contact, de temps en temps des messages sur WhatsApp. Merci pour cet effort-là. Je vais commencer peut-être par le plan de la présentation assez inutile. Tout le monde m'entend bien, je pense. On n'est pas nombreux, mais merci quand même d'avoir pris le temps d'être parmi nous. Votre temps est précieux pour moi et puis je vais essayer de ne pas vous décevoir. Donc, ce qu'on va faire, on va... Les 15 dernières années. Je vais introduire le contexte dans lequel l'intervention se fait, c'est-à-dire quels sont les projets qu'on est en train de construire à l'international et quels sont les projets sur lesquels on rencontre ces problématiques-là, pour que vous situiez un petit peu on est où, dans quel pays, c'est quoi la typologie de projet, etc., de quoi on parle exactement. On va faire un retour d'expérience pratique, donc c'est sur des accidents graves et surtout mortels qui sont survenus à l'international. J'en ai sélectionné 3 avec une variété de situations. C'est des vrais accidents mortels survenus sur les chantiers. J'insiste vraiment sur ça. Donc il y a vraiment eu des victimes, il y a vraiment eu des gens qui sont morts. C'est pas une construction de l'esprit qu'on a faite théoriquement pour pouvoir faire de la formation ou quoi que ce soit. Non, c'est des vrais accidents qui sont survenus sur les chantiers. On est parti des faits réels pour modéliser en 3 dimensions l'accident en lui-même, à des fins pédagogiques derrière pour pouvoir former sur les différents pays, etc. Je reviendrai sur ça. Et on finira avec une conclusion, une séance de questions-réponses si vous avez des questions. Comme on n'est pas nombreux, vous pouvez même m'interrompre. Si je dis quelque chose qui n'est pas clair, qui est flou, vous levez la main, on se passe le micro. Si vous avez un micro derrière nous, on peut interagir directement pendant la présentation, on n'est pas obligé d'attendre la fin pour terminer. Je pense qu'on a quelque chose comme 1h20 à peu près devant nous. On va essayer de tenir le timing pour libérer les techniciens et libérer la salle à temps. Donc, présentation et parcours. Je vous ai mis alors le PowerPoint que j'ai utilisé, la trame INS, c'est une trame de mon entreprise actuelle qui s'appelle ETF. Et donc, c'est dans le domaine du ferroviaire. C'est pour ça que les photos que vous allez voir sur les intercalaires, c'est du ferroviaire. Donc, par exemple, c'est un chantier de ferroviaire. Vous voyez un ouvrier en train de cisailler du rail, donc de tronçonner du rail, avec une tronçonneuse à rail qui a un guide en fait, qui est directement attaché sur le rail, de telle sorte à ce qu'il ne se blesse pas, entre guillemets. Et ça, c'est les tenues classiques des ouvriers sur le chantier. C'est ce que je porte, une qui est assez dédouane, parce qu'on va essayer de faire une sorte de visite virtuelle sur les chantiers, à défaut d'aller sur le chantier directement. Parce que c'est là que ça se passe, c'est sur le terrain que ça se passe. On peut faire ce qu'on veut théoriquement, c'est sur le terrain que ça se passe. Et donc c'est important d'aller sur le terrain. Inch'Allah, même si on n'a pas l'occasion de le faire aujourd'hui, on va le refaire une autre fois, Inch'Allah. On va aller sur les chantiers et puis voir ensemble vraiment ce que ça donne sur le terrain. Et donc mon parcours, diplômé en 2008, Université de Béjaïa, ce dont je suis fier et que je revendique. Un parcours comme tous les étudiants. D'ailleurs, j'étais glébon aîné, j'avais ma chambre le 17 octobre 61, là-bas le volet 17 octobre 61, à l'université. On a été champion d'Algérie d'ailleurs, et avec la résidence et avec l'université. Donc, diplômé à l'été 2008, parti en septembre 2008 en France avec 1 000 € dans la poche, que j'avais emprunté d'ailleurs et Khalé. À l'époque, l'euro c'est Mia, donc à 10 millions à peu près, et tout, comme tout le monde, avec plus ou moins de réussite. J'ai fait un complément d'études dans 2 grandes écoles, l'ENS de Cachan, École normale supérieure de Cachan, grâce aux recommandations des profs qu'on avait données, donc M. Srael, M. Bécher, M. Tahakourt, etc. Et ensuite, je suis passé d'un master recherche à un master professionnel entre l'université de Marne-la-Vallée et l'école des ponts. École des ponts et chaussées, rebaptisée École des ponts Paris-Tech actuellement. Et à partir de là, je suis parti faire mon stage de fin d'études. Je dis bien stage de fin d'études, donc j'étais encore étudiant, à Ashgabat au Turkménistan.
Donc, le Turkménistan, c'est une ex-république soviétique qui est entre l'Afghanistan et l'Iran, pour situer géographiquement. Et donc, j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas avec Bouygues Bâtiment International, donc qui fait partie du groupe Bouygues. J'ai passé 5 ans sur place, en expatriation. Et ensuite, je suis rentré en France, où j'ai pris un poste basé en France avec un périmètre international. Et récemment, depuis 14-15 mois, je suis passé au groupe Vinci, donc l'entreprise ETF plus particulièrement, qui fait partie du groupe Vinci, Vinci Construction, qui est le premier groupe français en termes de chiffre d'affaires, Bouygues étant deuxième. Et je m'occupe de qualité, prévention et environnement. Pardon, le micro de temps en temps, c'est les satellites. Donc, HSQE Manager, donc Health, Safety, Quality and Environment, pour la direction internationale de ETF, qui est elle-même la division ferroviaire du groupe Vinci Construction. Donc actuellement, je suis dans le ferroviaire. Vous avez mes coordonnées d'ANE, email, numéro de téléphone personnel, it's Doug WhatsApp, it's Doug Viber, Facebook ou l'Ahad, malheureusement, mais vous pouvez me joindre pour n'importe qui, je vais les réafficher à la fin, vous pouvez prendre en photo. Si je peux faire quoi que ce soit pour qui que ce soit, si je peux aider en quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à me joindre. C'est une petite photo d'archive qui date de 2007, donc 16 ans déjà. Première porte ouverte sur le génie civil, de l'auditorium Mayenne Beddat. Et vous reconnaissez peut-être certains de vos profs, bon, c'est pas compliqué de me trouver. Madame Cheikh Hamar, béton armé. Madame Bouaïa, de résistance des matériaux. Les modules à l'époque, je ne sais pas, mais je vous dis ce qu'on avait à l'époque. Monsieur Serrer, bien sûr, qui faisait MEF, méthode des éléments finis, mécanique des milieux continus, etc. Madame Serrer, dynamique des structures à l'époque. Si vous les avez encore comme prof, ça doit vous faire bizarre parce que la photo elle date de 16 ans quand même. Mais pour vous dire, voilà, le même auditorium, Lila qui co-animait avec moi les journées portes ouvertes, si c'est Cheikh Tidiane, très bon ami, Khaled Effendi, il fait Zfir Madame Srer, mais il est là, Sherif et puis les autres collègues. Petite photo d'archive donc. C'est une autre archive. Je vous laisse admirer le travail. C'est mon vrai bulletin, deuxième année tronc commun, l'université Mgaïf. Deuxième année tronc commun, à l'époque on faisait 2 ans tronc commun, la spécialité l'ingénierie. Les gens qui sont en première année de l'informatique, la recherche opérationnelle. À partir de deuxième année, tu peux choisir génie civil, génie des procédés, électronique, électrotechnique, etc. Et donc mon bulletin de deuxième année, vous pouvez voir le désastre, 7,67 de moyenne. On ne rattrape pas, j'insiste. Mais je n'ai même pas première session. Et donc, de l'analyse mathématique, 5 vibrations et ondes, 5 chimie, pour que vous ne disiez pas, il est ingénieur international, il est auditeur international, ainsi de suite. Je pense que tout le monde a plus ou moins pratiqué, et que j'ai très bien pratiqué, visiblement. C'est comme ça, un désastre. Et puis après ça, une fois que la spécialité, on a retrouvé le chemin un petit peu, parce que c'est vrai que le tronc commun il était difficile parce qu'on faisait des maths, de la physique, etc. On s'est c'est quoi les applications derrière. Une fois que je suis de la spécialité, on a compris pourquoi on faisait des matrices, pourquoi on faisait des équations, les applications de la physique, tout a commencé à prendre leur sens. Et donc à partir de là, j'ai commencé à être plus motivé, à travailler davantage. Et j'ai eu la chance de finir major, je pense, que la promotion CCI à l'époque, même en ayant refait l'année avec 7 de moyenne, et puis de pouvoir continuer mes études à l'étranger après. Donc c'est juste pour montrer vraiment, c'est pour ça d'ailleurs, etc. Je suis passé par là, et donc c'est pas interdit de rêver, c'est pas interdit d'avoir des objectifs, malgré vos difficultés actuelles, en dépit de la situation à Datlim. J'étais à la résidence universitaire Zeradacho, à la chaîne Gareston universitaire, à la chaîne Snef Lefesway à Garamtan, à Liverdidi, etc. Donc je suis passé aussi par là, et vous pouvez demain être connu des ingénieurs dans des grands groupes, etc. Il n'y a rien qui est interdit. C'est d'autres photos d'archives, mes dernières interventions à l'université Mgaïf. C'était la première, elle date de 2011. C'était une intervention ponctuelle. On avait traité à l'époque le support AN que vous voyez à l'écran, c'est les minimums environnementaux qu'on avait mis en place avec le Turkménistan. On fait un chantier de construction, on essaie de réduire l'impact sur l'environnement. C'est quoi les méthodes, les pratiques concrètes qu'on déploie sur le terrain pour réduire l'impact sur l'environnement. J'avais présenté ça, j'avais
un an d'expérience à l'époque. Donc en 2010, en 2011, j'étais en congé, j'ai fait ça. Je vous invite de garder le lien. L'université, les étudiants, même si c'est une poignée d'étudiants, même si c'est Yiwen, ça vaut le coup. Il faut jamais sous-estimer ça. Et c'est la dernière conférence que j'ai faite d'Egypte qui date de 2014, si je ne dis pas de bêtises, qui était dans le cadre des portes ouvertes sur le génie civil. C'est pour ça que c'est à Karabat, parce que les parafs, etc. Donc il faut un peu de respect. Donc, et malheureusement, c'était la dernière que j'ai faite en 2014. À l'époque, je pense que je rentrais d'expatriation d'Asie centrale vers la France. Bon, à l'époque, 2015, les tractations pour le mariage, tout ça, donc j'ai été un peu occupé. Puis le quad pour faire venir madame. Je suis désolé, je rentre un petit peu dans des trucs personnels, mais pour que vous compreniez. Après, il y a eu le Covid, donc on se met à l'enhalek. Et puis à chaque fois, généralement, c'était la période des vacances et tout, donc malheureusement, on n'a pas pu faire de communication. C'est pour ça que je suis très heureux d'être là aujourd'hui, de nouveau. Et puis, je reviens, Inch'Allah, le mois de mai. Donc, je repasse si vous êtes intéressés pour qu'on fasse un truc ensemble, que ce soit sur le chantier NADN. Et puis, je repasse cet été aussi, mais je pense que vous serez déjà en congé le mois de juillet. Mais en tout cas, entre-temps, même pour faire un truc via Zoom, on peut faire des choses avec les moyens qui existent. Je vous ai parlé du contexte tout à l'heure, juste pour que vous voyez. Donc, j'ai passé, je ne sais pas si la slide est claire, que je la vois un peu floue. Elle est claire la slide? Vous arrivez à lire un petit peu les pays, tout ça? Ouais? Ok. Donc moi j'étais d'ailleurs au Turkménistan, basé pendant 5 ans. Ensuite je suis revenu en France et j'avais un périmètre international. Ça c'est tout le périmètre sur lequel travaille le bâtiment international. Et donc j'ai eu l'occasion, du fait d'être basé en France, d'aller visiter, auditer, inspecter des chantiers sur la quasi-totalité de ces pays, mais chez 100%. Mais la quasi-totalité, j'étais par exemple d'ailleurs aux Caraïbes, à Cuba, j'ai fait le Maroc bien sûr, le Ghana, le Nigeria. Ghana, on a fait l'hôpital d'Accra qui est la capitale. Nigeria, on avait un certain nombre de projets à Boudjak, Poarco. Poarco d'ailleurs, tellement le contexte il est un petit peu dangereux. Quand vous vous déplacez entre l'hôtel et les chantiers et l'hôtel, l'aéroport, etc., on se déplaçait avec une escorte armée. Donc il y avait des gens en Kalachnikov qui nous suivaient pendant les déplacements, etc., tellement pour les enlèvements. J'ai eu l'occasion de faire la Croatie, l'aéroport de Zagreb, UK bien sûr, le Qatar, vous allez voir un des projets tout à l'heure, Myanmar, Thaïlande, Singapour, Hong Kong, etc. Donc voilà. Donc ça c'était mon précédent terrain de jeu quand j'étais Bouygues Construction. L'actuel terrain de jeu avec l'entreprise Vinci, j'ai des activités au Chili, Santiago, le métro de Santiago. J'ai été il y a 1 an à peu près. Dans 2 semaines, je pars en Égypte, Inch'Allah, sur le métro du Caire. Et on a 2 filiales en Allemagne, Youth THG, on a une autre qui s'appelle AGT, et on a de l'activité en Pologne aussi à Wrocław. J'étais il y a à peu près 2 semaines. Donc ça, c'est mon terrain de jeu actuel. Les pays Afrique subsaharienne, Gabon, Guinée, actuellement, il n'y a pas d'activité. L'activité canadienne, on l'a cédé à une autre branche du groupe, donc c'est plus dans mon périmètre. Donc il me reste actuellement Égypte, Chili, Allemagne, Pologne, on va dire, pour faire vite. Contexte, donc panorama des projets à l'international. Je vous envoie une petite vidéo que vous avez vue, je l'ai passée tout à l'heure, mais Bichat Zaramkan, c'est quoi le type de projet qu'on construit. Ça retrace les projets de l'entreprise depuis 1972, donc certains bien sûr j'étais pas là, mais tous ceux qui sont après 2010, quand j'ai été embauché, pratiquement je les ai tous visités, inspectés, audités, etc.
Oui, c'est des projets sur lesquels j'ai travaillé plus particulièrement quand j'étais en expatriation au Turkménistan. Ce que vous voyez derrière, c'est l'avenue, ce qu'on appelle l'avenue Archabil, Ashgabat, qui est la capitale du Turkménistan. Ashgabat, Ashkabad, la ville de l'amour. Et donc, les projets, par exemple, Palais des Congrès, derrière, ministère de l'Agriculture, ministère de la Communication, ministère de la Construction, tout ça, c'est des projets sur lesquels j'ai travaillé quasi à plein temps, c'est-à-dire que je visitais toutes les semaines pratiquement. Et on continue sur la même avenue, en fait, juste après, il y a le ministère de l'Éducation que vous voyez derrière. Alors l'idée, c'était de représenter une sorte de livre ouvert pour l'éducation. Et le ministère des Affaires étrangères, juste après derrière, il y avait une sorte de globe à la tête, comme un globe terrestre pour dire les affaires étrangères. De Chypre. Et ça devait être Dubaï, Ritz-Carlton. Même si c'était avant mon embauche, c'est des projets iconiques, donc c'est des projets que je connais. Et ça doit être Jimmy Patterson, Canada. Cruise Terminal, Hong Kong. Dès commence à peu près les projets que j'ai visités. Vous voyez, j'ai travaillé dessus. C'est un hôtel au Turkménistan, hôtel Yildiz pour dire étoile en turkmène. Myanmar, Star City. Projet, vous voyez, c'est l'un des rares projets qui était du résidentiel. L'hôpital d'Accra, dont je vous ai parlé tout à l'heure au Ghana, Ridge Hospital. L'aéroport de Zagreb, vous voyez, j'ai fait pas mal de déplacements ici l'année. En Croatie. Ça s'appelait Manhattan. Ah, Brickell City Center, USA. Oui, j'ai pas eu l'occasion de le visiter. Passeport algérien, je m'attends à certains détails. QP District, très beau projet au Qatar. Qatar Petroleum District, le siège de Qatar Petroleum, Doha. C'est un projet iconique dans les Sports Hub à Singapour. Complexe sportif, entre guillemets, pour faire des manifestations sportives. Manzana de Gomez, hôtel à La Havane. Manakon en Thaïlande, très beau projet que j'ai eu l'occasion d'auditer l'année. Un peu déstructuré, etc. Donc ça, c'est un panorama rapide des projets qu'on fait à l'international et dans lequel s'inscrit, entre guillemets, l'intervention d'aujourd'hui et s'inscrit tout ce que je vais dire par la suite. Donc on va passer à la partie pratico-pratique, c'est pour ça que je me suis équipé, même si c'est une visite virtuelle, je me présente à vous tel que je suis sur les chantiers quand je vais faire un audit. Donc chaussures de sécurité, la particularité des chaussures de sécurité, c'est qu'il y a une coque en acier devant, si vous prenez un truc sur le pied pour ne pas vous blesser, il y a une platine en bas en acier d'année pour ne pas recevoir des clous, c'est-à-dire il faut me smarna, il ne te blesse pas. Les gants, même si je ne les ai pas mis, le casque pour protéger la tête, les lunettes pour protéger les yeux. Et j'ai des protections auditives derrière, moulées, donc qui ont été faites moulées selon l'oreille pour protéger contre les nuisances sonores. Donc c'est comme ça que je me présente sur le chantier. Et bien sûr, une tenue, ce qu'on appelle haute visibilité, avec des bandes réfléchissantes. Les bandes réfléchissantes, et même la surface en scène, elle est normalisée. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire ce que tu veux. L'objectif noyé, c'est que tu sois visible sur le chantier s'il y a des engins qui circulent, un camion toupie qui circule, etc., que le chauffeur te voit. Bien sûr, il y a d'autres mesures complémentaires parce que ce qu'on appelle les EPI, donc équipements de protection individuelle, c'est le dernier recours pour limiter la blessure s'il y a une blessure. Mais on ne commence pas par ça, on commence par les équipements de protection collective pour éviter à la base que le gars se blesse. Entre guillemets, si je dis
surface réfléchissante sur la tenue pour éviter la collision engin-piéton. Déjà sur le chantier, je vais mettre des circulations piétonnes qui sont séparées des circulations des engins pour éviter le risque aérien. Donc ça y est, vous voyez, c'est vraiment un dernier recours. Et la photo que vous voyez derrière, juste pour l'anecdote, c'est ce qu'on appelle un train de travaux sur un chantier ferroviaire. Donc c'est une suite de locomotives qui vous permettent de faire différents trucs, de poser du rail, de ce qu'on appelle une régaleuse, c'est-à-dire de surfacer le ballast, de la boureuse pour vibrer le ballast, etc. Donc c'est un train de travaux qui permet de faire différents trucs. Une photo qui a été prise de nuit. Donc on passe au concreto là. Vous avez vu l'intervention en il y a zéro théorie, il y a zéro équation, il y a vraiment le terrain, le terrain, le terrain. Si on n'a pas l'occasion d'y aller directement, au moins d'ailleurs on va essayer de voir en quoi ça consiste. Donc un premier accident qui est survenu à La Havane, à Cuba. Je vous représente un petit peu la cinématique de l'accident. Le projet c'est le projet P1D. Que vous voyez derrière, donc vous voyez la grue à tour, vous voyez le noyau central qui est en train d'être construit et les étages périphériques qui sont autour. Donc le noyau central, il est toujours en avance par rapport au reste parce que c'est du coffrage grimpant à glissant, donc il avance au fur et à mesure, dans lesquels les ascenseurs par la suite passent, etc. Et ensuite derrière, pour faire les planchers au fur et à mesure, donc vous voyez une opération de coffrage de plancher de jour derrière. Vous voyez la protection collective derrière qui est en train d'être montée pour éviter les chutes de hauteur. C'est-à-dire d'ailleurs à 50 cm à 1 mètre, mais si je suis là, à ce niveau-là, par exemple, et qu'il n'y a pas de protection collective qui est posée, bon d'ailleurs on ne le voit pas très bien parce que la photo est bad, mais il y a des garde-corps qui sont posés qui évitent la chute. Si je tombe à Médioxal, vous pensez bien, mais ce n'est pas la même chose que si je tombe du CRD. Donc ça c'est le chantier. Vous voyez que les armatures d'attente sont protégées également, soit avec des bouchons, soit avec des goulottes. Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un qui est en train de travailler, qui tombe dessus, il peut s'empaler. On a eu des cas, le gars il essaye de traverser, il se coupe par exemple à la cuisse, plus grave encore, vous pouvez imaginer, s'il fait une chute de plein pied, si elles ne sont pas protégées, il peut se tuer carrément. Donc toutes les armatures d'attente sont protégées sur le chantier, surtout si elles sont à des distances pour le recouvrement en calcul suivant le diamètre, etc. Donc généralement c'est quelques dizaines de centimètres, 50, 60, 70 centimètres. Donc tout ça c'est protégé. Et donc l'accident il est survenu de nuit. Donc je vais vous montrer la vidéo juste derrière. Je vous montre un petit peu la cinématique de l'accident. L'accident survient de nuit. Il y a un ouvrier qui a été assigné à aller faire des trous à l'intérieur du voile d'Aïs Dakhli pour sceller les armatures du plancher. Pour essayer de sceller les armatures du plancher. Donc il va de nuit avec un perforateur, vous allez le voir sur la vidéo après, pour faire des trous sur le voile pour pouvoir sceller les armatures. Donc il passe à l'intérieur de la salle de nuit pour aller avec son perforateur faire les trous pour sceller les armatures du plancher qui vont venir par la suite. Le coffrage plancher d'ailleurs que vous voyez, c'est un coffrage qui venait d'arriver sur le chantier. Je vous ai mis la photo, c'est une photo de l'action corrective, mais juste pour vous expliquer, tous les étages inférieurs qu'on a fait, on les a fait avec ce système de coffrage-là. C'est-à-dire vous avez ce qu'on appelle des tours d'étaiement, sur lesquels il y a des poutrelles d'oka, donc c'est des poutrelles en I en fait, sur lesquels on vient poser le contreplaqué, etc. Et en fait, il y avait une sorte de gaine technique traversante sur tout le bâtiment, toute la hauteur du bâtiment. Et donc, quand on était en système d'étaiement incliné, de coffrage incliné, donc il y a les tours d'étaiement sur lesquels il y a les poutrelles d'oka, ensuite il y a le contreplaqué. La partie aérienne, qui est la gaine technique qu'il y avait, elle était traitée par cette triangulaire. Donc, on arrivait à fermer l'intégralité des aînés. Tous les étages inférieurs ont été faits comme ça. Le plan aîné que vous voyez, c'est un plan d'action corrective à la suite de l'accident. On montre comment on a fermé l'intégralité de la gaine technique qui était ouverte. Et d'ailleurs, ce que vous voyez au XRE, c'est des étés de séchage, simplement. D'ailleurs, c'est un système d'étaiement pour pouvoir couler la portion du plancher qui nous intéresse. Et donc, le nouveau système de coffrage plancher il venait d'arriver sur le chantier. Et c'était la première fois que les ouvriers le mettaient en œuvre. Ils n'ont pas été formés à le mettre en place. Il n'y a pas de département méthode qui a calculé, a fait un plan de calpinage. Quand je dis un plan de calpinage, c'est-à-dire mes étés aériennés, où est-ce que je les positionne exactement, les planchons qui viennent par-dessus, où est-ce que je les positionne, etc. Donc ils ont fait comme ils ont su, l'étaiement, le chantier, le système de coffrage de plancher, ils ont pris le matériel, posé. Quand ils ont posé, ils se sont rendus compte qu'il y avait une partie, le dernier planchon aérienné, parce que le planchon, il fait cette dimension-là.
Donc ils ont posé le premier, le deuxième, mais le troisième, ils sont au vide. Parce que d'ailleurs, c'est une sorte de vide sanitaire, une sorte de gain technique qui passe. Et donc, quand ils ne peuvent pas poser leur été plus loin que ça, donc ils l'ont posé d'ailleurs au droit du truc. D'ailleurs, il y a une protection collective à la base, parce que vous allez le voir tout à l'heure sur les photos. Et donc, le planchonnet qui était par-dessus d'ailleurs, il est en porte-à-faux. Donc, il dépasse un petit peu de là. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit, on ne sait pas exactement pourquoi, l'ouvrier né qui était en train de faire les opérations de perforation d'ailleurs, il passe, il marche sur le plancher, il arrive sur le porte-à-faux, il marche sur le porte-à-faux, bien sûr le planchon, il bascule, et l'ouvrier tombe, Yuxal de 26 mètres. Il se tue à la suite de cet accident. Je vous montre en photo ce que ça donne. Donc en fait, ça c'était la zone nez de coffrage que vous voyez d'ailleurs en coupe. Ça c'est la même zone. C'est la même zone vue de l'extérieur. C'est une action corrective. Enfin, c'est une photo qui avait été prise après. Donc vous voyez que le truc il est condamné, l'axe il est condamné, etc. Et les ouvriers, ils écrivent sur le coffrage peligro, en espagnol, qui veut dire danger. Donc ils se sont rendus compte au moment où ils montaient le système de coffrage que le dernier panneau nez, il était en porte-à-faux. Donc comme ils ont vu ça, ils ont tracé à la bombe rouge une ligne, ils ont écrit peligro en espagnol, qui veut dire danger, pour dire attention, il y a un danger. Mais comme le truc il était de nuit, et que l'ouvrier Xara forcément, donc qu'il n'a pas été prévenu, et que l'accès il était permis à la salle nez, donc il arrive, il marche, il était peut-être au téléphone de nuit dans un ratio, et a fait si. Donc ça c'est les vraies photos du chantier, les plans du chantier, et je vous montre la vidéo qu'on a faite derrière. Juste pour vous expliquer le principe. Les vidéos ANS, c'est des vidéos que j'ai supervisées moi-même, donc je les fais. C'est pas moi qui fais le montage vidéo, le logiciel, etc. C'est pas ça l'important pour l'ingénieur. L'important pour l'ingénieur, c'est la réflexion qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il développe comme réflexion, comme mécanisme, etc. Quelqu'un pour dessiner les plans, pour faire les calculs, etc. Il y a toujours des techniciens pour le faire. L'ingénieur, c'est la mécanique intellectuelle qu'il y a derrière. Et donc les vidéos, c'est pas moi qui programme. J'ai un sous-traitant qui se trouve en Inde, qui s'appelle Ask IHS. ASK, plus loin, EHS. Donc en anglais, Ask IHS, vous pouvez taper sur Google, ça fait une site scène. Et donc c'est des Indiens qui se trouvent en Inde. Je leur envoie le rapport d'accident, je leur envoie les photos, je leur envoie les plans, je fais une visioconférence avec eux, je leur explique. Voilà ce que je veux. Une vidéo courte sur 3-4 minutes dans laquelle on explique les circonstances de l'accident, qu'est-ce qui s'est passé, les causes qui ont conduit à l'accident, les actions correctives qu'on a mises en place pour éviter que l'accident survienne de nouveau en Idan. Parce que notre enjeu, souvenez-vous, j'ai tout ça comme périmètre. Donc ça veut dire que l'accident qui est survenu d'Aiglavan, il faut que je l'évite. Au Canada, en Californie, en Colombie, au Pérou, à Trinidad, au Ghana, au Nigeria, en Thaïlande, à Singapour, à Chypre, etc. Il faut que j'évite. Il faut que rapidement je communique qu'est-ce qui s'est passé, parce que comme on fait plus ou moins les mêmes projets partout, qu'on a plus ou moins le même matériel partout, l'enjeu c'est ce qui s'est passé et tout là, qui ne se reproduisent pas ailleurs, dans les mêmes circonstances. Et comment on forme les ouvriers sur le chantier? On dit une image vaut 1000 paroles. Moi j'ai tendance à ajouter une vidéo, c'est plusieurs centaines de milliers d'images, donc faites le compte. Au lieu de une fois avec des images claires, il voit tout de suite de quoi il s'agit. J'ai eu même une fois ça m'avait choqué, Charles. J'avais le directeur méthode de toute la boîte avec qui on faisait une réunion. Je lui montre la vidéo, il me dit maintenant j'ai compris. Kitchi, directeur méthode, 30 ans d'expérience, tu as fait je ne sais pas combien de pays différents, tu me dis maintenant j'ai compris. Imaginez un ouvrier qui est peut-être illettré, jamais etc. Je lui explique sur la base d'une photo, sur la base d'un plan comme je vous ai montré tout à l'heure, etc. Donc vraiment la puissance de l'outil vidéo. Je vous montre la vidéo derrière. Alors les vidéos sont avec une voix off en anglais, sous-titrage français, espagnol, etc. Donc je vous laisse le sous-titrage. Je vais baisser un petit peu peut-être le son et expliquer en même temps de quoi il s'agit. Incident description. A night shift steelworker on a high-rise building project was in charge of drilling holes on the core wall in order to fix the rebars of the upcoming slab. Ignoring the danger do not cross indication, he walked on a 180 into 90 formwork panel
that was partially on cantilever over an unprotected technical reservation. Consequently, the formwork panel toppled and the victim fell from 26-meter height into a manhole full of water. The victim died from hemorrhagic shock and bilateral femur fracture. Fracture du fémur, hémorragie, décès bien sûr, à suite de pression malheureusement. Cause analysis. Analyse de cause. The risk of falling in the service shaft has not been managed and monitored. The shoring works remained incomplete. Donc on montre le porte-à-faux, la documentation du système d'étaiement. Normalement on devait avoir ça pour manager le porte-à-faux. C'est-à-dire un truc qui est scellé au sol qui permet de tenir le coffrage. Lack of supervision. Workers have not been trained to erection of hand-carried formwork. Previous slabs being casted using traditional slab formwork, supported by shoring towers and doka beams. Site inspections have not been rigorously monitored. Preventive measures. Different kinds of floor openings must be identified, and decisions must be made and documented on the way to have them properly protected. On a des systèmes de protection qui sont différents. Slab formworks are part of temporary works. Their design is carried out by a competent person based on up-to-date shop drawings. Checks as per loading are carried out by a competent person before anybody accesses the temporary work and before any loading of the temporary work is undertaken. Avant coulage du sous-étaiement pour s'assurer que tout est conforme. When a discrepancy cannot be immediately rectified, a stop notification must be issued and the non-compliant temporary work structure must be dismantled. Et la zone doit être condamnée pour condamner l'accès. No TW is left partially erected or no checked at the end of a shift. Access to hazardous areas must be physically forbidden. Signaling is not sufficient. Ça c'est un produit qu'on appelle GEMA gris, donc c'est des grilles qui sont normalisées. Interface. Proper supervision must be in place in terms of number and travaux de jour, travaux de nuit. Instructions between shifts and teams are formalized. Training of workers. Formation des Method ouvriers. statements are presented to the workforce prior to any risky task. On leur explique comment monter Workers are specifically trained to any new equipment they are supposed to use. Sur le système pour expliquer les particularités, etc. À peu près clair jusqu'ici? Des questions par rapport à cet incident en particulier? Faut pas hésiter. Hein. Non, si vous voulez les laisser sur la fin, je dis juste, j'ai distribué quelques goodies. J'ai 3 chargeurs externes pour 1,000 liters of concrete skip, half full of. Je vais revenir sur ça. Hop là, je suis allé trop loin. Donc je disais, j'ai 3 chargeurs, 3 batteries externes pour les téléphones. C'est pas à vendre, hein, pour ceux qui posent les 3 premières questions. Je n'ai pas 3 premières questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. ثلاثة avis aux amateurs. Mais décharger téléphone, brancher wire, décharger manette, faire la prise. Magique l'université. Ok, donc ça c'était le premier accident, cinématique de l'accident. Donc ça c'est les photos, en gros, ça c'est le système de coffrage que vous avez vu. Et ça c'est le truc après le basculement du plateau que vous voyez ici. Donc vous voyez vraiment, c'est-à-dire comment on reproduit à l'identique les vrais trucs du chantier. Déjà la gueule du chantier, la vidéo, par rapport à la photo que je vous ai montrée en présentation, c'est exactement le même chantier. Et ensuite la tâche, le matériel, etc., c'est exactement la même chose. Donc vous avez, comme je vous ai montré tout à l'heure, la gaine technique qui était derrière Zdachel. Et en fait, il y avait une protection collective qui était derrière, donc garde-corps, etc., pour éviter que quelqu'un tombe. Par contre, ils n'ont pas pu pousser les étés à le middle fond pour pouvoir monter le coffrage du plancher. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On passe à une autre vidéo. Incident description. Ah non, je ne suis pas dans le bon sens. Ok, cinématique, juste un instant. Ok, très bien. Donc on passe à une autre vidéo, un autre accident mortel.
plus, on va dire, basique, cette fois, qui peut survenir sur n'importe quel chantier de construction, même des gates. Opération de coulage en utilisant un chariot télescopique. Donc, c'est une marque Manitou, Milan GCB, ça dépend de qui c'est la marque, un chariot télescopique. Donc, opération de coulage classique d'un béton de propreté pour pouvoir faire des longrines par la suite. Donc, l'opérateur arrive avec le chariot télescopique, il a la benne à béton qui est au bout, qui est à moitié remplie, on va dire. Il vient de couler les bétons de propreté qui sont taillés, il se positionne ici, il doit couler là. Et donc, il commence à sortir le bras télescopique de son chariot pour pouvoir couler le béton taillé en disant, de toute façon, c'est pas très lourd, il n'y a pas de problème, etc. Et ce qui se passe, c'est que, effet de levier, physique classique, simple, basique, le truc, il bascule. Parce que la charge, elle est au-delà de ce que l'engin peut supporter, donc le truc, il bascule vers l'avant. Et l'ouvrier qui était taillé au droit de la chaussette de la benne à béton, pour pouvoir couler le béton de propreté, il est écrasé sous l'effet de la benne à béton, et il décède de la suite de ses blessures également. Et je vous montre, ça c'est la partie développement de la vidéo. Donc quand on travaillait avec nos amis en Inde, ça c'est les premières planches qu'ils m'ont faites. Donc en fait ils me font des planches avec les 3D sous forme de PowerPoint, sur lesquelles je mets mes commentaires, etc. Et à partir de là, ils commencent à faire le format vidéo. Donc par exemple, d'ailleurs, je leur dis que les 8,5 m à laquelle de distance entre la benne à béton et l'engin, c'est pas ici, mais c'est ici. D'ailleurs, on a 5,35. Le tableau de bord du chariot télescopique, c'est celui-là. C'est le vrai tableau de bord du vrai chariot télescopique qui a été impliqué dans l'accident mortel. Je veux le reproduire à l'identique. Et ouais, je trouve que le tableau de bord est quelque chose de très important qui m'intéresse. C'est ce qu'on appelle le contrôle d'état de charge, qui est ce dispositif-là. En fait, la plupart des engins de levage, grues mobiles, chariots télescopiques, etc., sont équipés de ce contrôleur d'état de charge qui fait que il vous dit, par rapport à la capacité de charge de l'engin, où est-ce qu'on en est. Donc en fait, c'est des systèmes de LED, vert, orange, rouge. Donc plus vous approchez de la charge maximale admissible de l'engin, plus les verts commencent à monter. Ensuite, on passe en orange, on commence à avoir un signal sonore discontinu, bip, 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 dans la cabine. Ensuite, il passe en rouge. Quand on passe en rouge, il y a un signal sonore continu, bip, qui ne bouge pas. Plus, l'engin se bloque pour éviter le basculement. L'engin, il est équipé d'un dispositif de sécurité qui fait qu'il se bloque, donc on ne peut plus continuer le coulage. Une fois qu'il est bloqué, normalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chanter le système de sécurité, ramener la benne à béton, changer la position de l'engin pour pouvoir couler à un endroit où on est plus proche. Bien sûr, la préparation de l'opération de levage aérienne, qui est-ce qui doit la faire? C'est l'ingénieur en génie civil. Salam alaikum. On vous enseigne ça, les études loin, vous faites les plans de ferraillage, ok, on a fait le plan de ferraillage, terminé, etc. Il y a une opération de coulage qui est en cours. Je dois designer l'opération de levage pour savoir comment lever en sécurité, que le truc ne bascule pas. C'est à l'ingénieur de le faire. Il y a un accident mortel, on vient vous chercher comme Zorakaye, al-Habs, direct. Votre responsabilité, c'est votre chantier, vous êtes l'ingénieur, c'est votre responsabilité de faire à ce que le chantier se passe en sécurité. Vous avez failli dans votre mission, vous n'avez pas préparé l'opération de levage, c'est à vous de dire, pour faire cette opération de coulage-là, mon engin, il doit être à tel endroit, parce que tel endroit, je suis sûr que par rapport aux abacs de charge de l'engin, parce que chaque engin a des abacs de charge qui disent jusqu'à 5 mètres, je peux lever 10 tonnes, jusqu'à 7 mètres, je peux lever 7 tonnes, jusqu'à 10 mètres, je peux lever 3 tonnes, on bat 2 tonnes, on bat 1 tonne, on bat c'est le maximum, je ne peux plus. Sur les grues à tour, c'est pareil. Les grues à tour, tu ne peux pas lever tout ce que tu veux jusqu'où tu veux. La grue à tour, elle couvre une enceinte du chantier, et si ma grue elle est comme ça, vous doutez bien que la charge que je peux lever derrière, ce n'est pas la charge que je peux lever là-bas, parce que tout simplement, l'effet de levier. Donc il y a des courbes de charge qui sont associées à ces engins de levage, que vous devez connaître en tant qu'ingénieur, et sur lesquels vous devez travailler pour préparer vos opérations de levage. Et donc, comme je disais, dernier dispositif de sécurité, l'engin se bloque automatiquement quand il y a une opération de coulage qui dépasse la charge admissible. Et ce que l'opérateur, 20 ans d'expérience, a fait, c'est qu'il a chanté, au lieu de ramener sa charge, il a continué le coulage, et donc l'engin a basculé vers l'avant, et le gars a été écrasé sous l'effet de la charge. Je vous montre la vidéo. 1,000 liters of concrete skip, half full of concrete, was being lifted using a telescopic handler. At the location where the skip was being emptied,
the back wheels of the telehandler rose up, causing the skip to go down. The victim could not avoid the skip to crush him. Analysis. The concrete skip weighed 2 tons, and the boom had been extended until the load was 8.5 meters from the front outriggers of the telehandler. Donc ça, c'est les circonstances réelles de l'accident. Position de l'engin, coulage de béton de propreté des haies pour faire les longuines par la suite. L'engin est à 8,5 m, c'est-à-dire les stabilisateurs de l'engin sont à 8,5 m de l'endroit du coulage. La benne à béton, 2 tonnes, suivant c'est-à-dire chargement béton, plus le poids propre de la benne, plus le poids de l'élingue, bien sûr, avec laquelle j'accroche la benne à béton à mon engin de levage. According to the load chart, for a 2-ton load, max should have been around 6.5 meters, equals greater 8. Alors, selon la courbe de charge, la distance maximale autorisée pour les 2 tonnes que je devais lever, c'était 6,5 m. Et là, vous voyez que le gars, il était à 8,5 m. 8.5 meters is 2 meters above the limit. Donc, 2 mètres au-delà de la limite. The telehandler is equipped with a safety device that gives warning of approaching overload. Donc ça, c'est le contrôleur d'état de charge dont je vous ai parlé pour le chariot télescopique. Vous avez plus ou moins la même chose, donc ce que je vous ai dit, des LED vertes, orange, un système sonore discontinu, ça passe en rouge, système sonore continu, et ensuite ça se bloque. Sur les grues mobiles, vous avez également la même chose. Vous avez des systèmes de contrôle de charge également. Maintenant, sur les grues mobiles les plus récentes, j'en ai vu à Singapour il y a 2-3 ans, vous avez un gyrophare extérieur, rouge, vert, orange, rouge, qui reproduit ça. C'est-à-dire un chef de chantier qui passe à côté de la grue mobile, si le truc il est en cours de levage, il voit de l'extérieur si l'opération de levage elle est en vert, orange ou rouge. Ça, c'est de l'extérieur. Et ensuite, les grues mobiles elles sont équipées de ce qu'on appelle data logger, c'est-à-dire d'enregistreurs, qui enregistrent toutes les opérations de levage, pour les plus récentes, qui ont été faites. Donc, s'il y a un accident à ce cas, c'est comme une boîte noire, entre guillemets, d'avion. Tu peux récupérer la boîte noire et recueillir toutes les données techniques pour savoir qu'est-ce qui a conduit à l'accident. Donc, je suis monté dans des habitacles de grues mobiles avec des grutiers à Singapour, poser la question. OK, est-ce que vous avez un système de shunt? Comment il fonctionne? Montrez-moi. Donc, il y a une clé de shunt. Est-ce que vous shuntez? Est-ce que ça vous arrive de vous shunter parce que vous avez dépassé la charge, mais vous voulez quand même continuer aux relation? Ils me disent non, impossible, parce que si on shunt, il y a un data logger donc, qui détecte que le shunt a été fait et on est viré sur le champ par le propriétaire de la boîte, entre guillemets. It should have stopped the extension of the boom once the maximum distance reached with this load. It appears that this safety device has been switched off by the operator. L'opérateur qui shunt le système de sécurité pour poursuivre son opération. The telehandler operator, greater than 20 years of experience, qualified. A foreman and the victim, both on the ground. The victim was standing behind the skip, so the operator could not see him properly. Donc la victime était derrière la benne à béton, donc l'opérateur le voyait pas forcément. Analyse de cause. No preparation had been carried out Pas for de this préparation de lifting l'opération de operation. levage. Donc on laisse The au libre positioning cours of de the telehandler l'opérateur and et the des checking ouvriers of the maximum qui ne savent pas distance forcément. authorized in relation with the load were left upon to the workers. Alors, je reviens juste un peu en arrière. Ça, c'est typiquement les courbes de charge, pour ceux qui n'en ont jamais vu, dont je vous parlais tout à l'heure, qui dit en fait, selon la position de l'engin, selon la distance à laquelle je me trouve, selon l'angle auquel la flèche, ce qu'on appelle la flèche, c'est le bras de l'engin est levé, bien sûr, ce n'est pas la même capacité de levage. Et donc l'idée, c'est de rester à l'intérieur des capacités maximales de l'engin. Plus je m'éloigne, comme vous voyez, au début je suis à 3,5 tonnes, ensuite je suis à 3 tonnes, ensuite à 2,5 tonnes, ensuite à 2 tonnes, ensuite à 1,6 tonne, ensuite à 1,2 tonne, ensuite à 950 kg. Donc si je suis dans cette position-là, on va dire à 10 degrés, à quelque chose comme 3 mètres, je suis des 950 kg maximum. Et donc ça, c'est le diagramme
qui est sur tout engin de levage. Donc vous les avez sur les chariots télescopiques, vous les avez sur les grues mobiles, vous les avez sur les grues à tour, qui vous disent aussi, suivant la distance à laquelle vous êtes, vous pouvez lever maximum jusqu'à telle charge. Relation with the load were left upon to the workers. This is confirmed by additional finding, not related to the incident. The load was lifted using chain slings that were poorly suspended at the extremity of the boom. Des lingages, ce qu'on appelle les lingages, c'est comment on attache la charge à un engin. Lifting operations Donc normalement, il devait y avoir un crochet de levage. Alors ça, c'est secondaire par rapport à l'accident. Il devait y avoir un crochet de levage qui était manquant. In the case of transporting lifted loads from location to another, dedicated accessories must ensure that the load won't go. Alors normalement, quand on procède à un levage avec un chariot télescopique, on utilise ce type de bennes à béton qui sont de capacité moindre, mais qui sont montés directement sur les fourches de l'engin, qui font la benne elle n'est pas sous l'engin, elle est en balancier comme ça, elle peut heurter un ouvrier, etc., parce qu'elle est en balancier au moment où tu te déplaces. Donc si on est amené à déplacer une benne à béton avec un chariot télescopique, normalement c'est ce type de benne à béton qu'on utilise, ce n'est pas la benne avec la chaîne qui est en train de faire le balancier, etc., pour raison de sécurité. Swinging, weak safety culture from the operator who breached a basic safety rule. Faible culture sécurité de l'opérateur qui a éteint le système de sécurité. Et le matin même, il y a eu ce qu'on appelle un presque accident sur le chantier avec le même opérateur qui n'avait pas été remonté. No stop had been issued at that very moment, which would have been necessary to understand what had happened. This reveals a weak safety culture within the team, beyond the operator in himself. No supervision was in place. Il n'y avait pas de supervision, il n'y avait pas de chef de chantier pour superviser l'opération, c'était juste l'opérateur plus les ouvriers. Normalement, sur les opérations de levage, il doit y avoir un chef de manœuvre qui conduit l'opération de levage. Are to be designed whether throughout the method studies or for sample cases throughout a preparation carried out by the site engineer. Donc là, ce qu'on explique, c'est que les opérations de levage doivent être designées, entre guillemets, au même titre que les plans d'exécution. C'est des opérations temporaires. Ici, vous voyez par exemple l'installation d'une grue à tour à l'aide d'une grue mobile. Tout ça, ça doit être préparé par l'ingénieur qui dit ma grue mobile, elle stationne là pour pouvoir monter ma grue à tour. L'endroit dans la grue mobile, elle stationne, le sol, il est assez, en termes de capacité portante, il y a des essais de plaques qui doivent être faits pour s'assurer de la capacité portante de telle sorte à ce que ma grue mobile, elle ne s'enfonce pas. Parce que si elle s'enfonce alors qu'elle a le truc en train d'être levé, il peut tomber sur quelqu'un, etc. Donc tout ça, ça doit être préparé et designé aussi. This design should take into account et surtout, regardez les courbes de charge. C'est ce que vous voyez ici. Qui dit, suivant mon engin, suivant où est-ce que je me situe, suivant ce que je dois lever. To the load limit device to be limited by protecting this device with a closed box whose key is given to the lift manager. On s'est rendu compte suite à cet accident. De la facilité de pouvoir chanter un dispositif de sécurité sur ce type d'engin. C'est-à-dire que c'est juste un bouton et son nez, l'opération est née. Donc c'est très simple pour l'opérateur de l'engin de l'éteindre, même s'il faisait plus de 20 ans d'expérience que l'entreprise. Et donc on a dit on va mettre ce type de boîtier qui existe, c'est des boîtiers, ce qu'on appelle des boîtiers de consignation, qu'on va mettre sur les boutons de chante, qu'on va fermer avec un cadenas black, la clé c'est un chef de chantier. Si l'opérateur de l'engin veut chanter, il va voir le chef de chantier qui a lui la responsabilité de dire ok on peut chanter, non on ne peut pas chanter, ok on peut chanter parce qu'il est bloqué, il faut ramener la charge. Mâcher chanter pour continuer l'opération bien sûr. Et sur les grues mobiles, la plupart des grues mobiles c'est un système à clé, donc c'est une clé de chante qu'on peut enlever du coup, c'est complètement la grue mobile, elle est sous la responsabilité de l'ingénieur du chef de chantier qui dit est-ce qu'on peut chanter, non est-ce qu'on ne peut pas chanter, dans quelles conditions, etc. Mais elle n'est pas à la disposition de l'opérateur de l'engin qui lui peut chanter n'importe où et n'importe comment. Donc c'était ça l'idée derrière le truc.
Ouais, un truc qu'on a fait un peu pour aller un peu plus loin avec cet accident en particulier, donc au-delà de la vidéo, donc l'accident survient, on fait une vidéo, on a poussé le sujet jusqu'à faire une application de réalité virtuelle avec cet accident-là. C'est-à-dire vous prenez vos lunettes de réalité virtuelle, HTC, vous mettez vos lunettes et vous vous retrouvez, c'est une photo qui a été prise au Maroc, sur le chantier où il y a eu l'accident, que je suis allé présenter moi-même, et ce dispositif-là, je l'ai présenté à Singapour, etc., dans plusieurs autres pays. Réalité virtuelle sur le chantier par des opérateurs du chantier. Vous mettez les lunettes, vous êtes assis, vous avez ici une sorte de joystick, je vais vous le montrer tout à l'heure en un peu plus clair. Vous mettez la lunette de réalité virtuelle, vous êtes dans la position de l'opérateur de l'engin. Donc je suis là, lunettes de réalité virtuelle, je suis à l'intérieur de l'engin. Ce que l'opérateur voit, ce que, vous voyez, il voit dans ces yeux-là, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Donc il est à l'intérieur de la cabine de l'engin, il a le volant, il a le tableau de bord qui est exactement le tableau de bord designé de l'engin, il fait son opération de levage. Donc il a un joystick, il peut lever, descendre, sortir sa flèche ou ramener sa flèche. Il a la benne à béton qui est au bout, qui est en train de balancer comme ça, et il a les gars derrière qui lui disent « amène le béton », ah oui d'un couler. Tu vois ? Et donc plus il sort sa flèche, plus il a son contrôle d'état de charge que vous avez vu tout à l'heure, qui commence à monter, à sonner, il a le signal dans les oreilles, etc. Et on suit son comportement pour voir de Shadéal, qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va chanter, continuer? Est-ce qu'il va chanter, ramener la charge? Comment il va se comporter, l'opérateur aérien? C'est ça qu'on a fait comme expérience. Et je suis allé le présenter au Maroc et à Singapour. Et ce que ça donne en réalité, c'est ça. Donc en fait, ce qu'il voit, c'est ce que vous avez ici à l'écran. Donc vous avez le tableau de bord, même s'il est un peu caché par les annotations d'ANE. Vous avez le gars qui dit ramène le béton, vous avez le contrôle d'état de charge qui est en train de monter. Le gars, il a la main sur le joystick et sur le bouton. S'il chante, il continue son opération. Vous avez cette sensation de basculement. Alors, à Tanerkin Foucault, c'est la course, il ne bouge pas. Hein. C'est une chaise de bureau classique, etc. Donc la chaise, elle ne bouge pas. Mais à l'intérieur des lunettes, vous avez ce sentiment de basculement vers l'avant. Une fois que vous avez chanté et que vous avez poursuivi l'opération de coulage. Donc vous avez une sorte de basculement vers l'avant, c'est assez impressionnant quand vous avez les lunettes, c'est pas forcément très bien retranscrit ici, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc avec ça, accident, design en réalité virtuelle, formation sur les chantiers des opérateurs avec ce système de réalité virtuelle, parce que j'avais un chef de chantier dans le temps, qu'est-ce qu'il faisait pour la formation des ouvriers, pour les échafaudages en particulier, il montait en haut d'un échafaudage, peut-être là, elle arrive en bas, elle explose en bas. Il disait aux ouvriers, tu vois, si tu n'as pas de harnais de protection, que tu n'attaches pas ton harnais de protection, la prochaine fois, c'est ta tête. Si tu tombes de hauteur de 5, 6, 7 mètres, 8 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, de temps en temps plus, alors que tu n'es pas attaché, c'est ça que tu risques. Et donc, c'est dans la même philosophie, entre guillemets, de, je ne sais plus qui disait, c'est Abraham Lincoln, là, dis-moi et j'oublierai, montre-moi et je me souviendrai peut-être, implique-moi et je comprendrai. Et donc c'est de mettre, grâce à la vidéo, grâce à la réalité virtuelle, les gens dans la situation d'accident, qu'on mette en soi les accidentés eux-mêmes, témoins de l'accident, mais de l'intérieur. Et on ne va pas pouvoir refaire une chute parce qu'on l'a fait aussi en réalité virtuelle. Je pourrais faire un truc sur la réalité virtuelle une prochaine fois spécifiquement, de chute de hauteur, c'est-à-dire tu es en bordure de bâtiment par exemple, il y a un crochet de levage qui arrive, il te gêne, tu tombes et tu fais une chute de 15-20 mètres de hauteur, simulée bien sûr avec la lunette de réalité virtuelle, pour faire ressentir aux gars en quoi ça consistait exactement. Et donc pour leur faire vivre de l'intérieur la situation d'accident, pour les marquer davantage, pour faire parce que les gens qui ont vécu vraiment un accident mortel sur un chantier, ils sont marqués à vie. Allemagne, qu'est-ce que ça veut dire de vivre un accident mortel sur le chantier? Mais tout le monde ne l'a pas vécu. Donc jusqu'au moment où vous ne l'avez pas vécu, on s'en fout. Il ne porte pas son casque, on s'en fout. Il travaille en bordure, en rive de trucs, il y a 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, on s'en fout. Donc tant qu'on ne l'a pas vécu, mais l'État, etc., et les conséquences derrière, d'aller en tant qu'ingénieur, en tant que responsable du chantier, en tant que patron de la boîte, prévenir la famille, يموت بالشونتيي
Une fois qu'on l'a vécu, on sait c'est quoi les conséquences derrière. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'on utilise les outils qui sont à notre disposition pour faire de la formation AKN. Question sur ce deuxième accident. Ça, c'est le dernier accident que je voulais vous montrer, qui est survenu à Ashgabat au Turkménistan. Donc c'est là où j'étais en tant qu'expatrié. Il est survenu en 2016, donc j'étais déjà de retour en France, j'étais plus là-bas. Et donc je vous explique un petit peu la cinématique, comme tout à l'heure, de qu'est-ce qui s'est passé exactement. On est sur le chantier de l'Université internationale d'Ashgabat. Faculté de chimie, on est en train de faire le bâtiment de la faculté de chimie. On est au dernier niveau. Donc déjà à Ashgabat, il faut savoir que les hauteurs sous plafond, c'est quoi la hauteur sous plafond classique des de 50 à peu près, ouais. Donc on est sur des hauteurs sous plafond qui sont à peu près de 5 mètres sous plafond. Plus, comme c'était le dernier niveau, il y a l'acrotère Usawan, qui est coulé directement avec le voile. Plus, comme il y a des contraintes sismiques, le ferraillage, il est antisismique, donc les densités de ferraillage, elles sont extrêmement importantes. Je me souviens, un directeur de projet, Gus Lavidouine, la première fois, parce que faut s'imaginer, les gens ils viennent de France, ils ne sont pas habitués au sismique, parce que hormis le sud de la France, ailleurs en France, il n'y a pas de construction antisismique. Donc les ferraillages, tu ferrailles le voile R+5, c'est soudé, une 6 à 8. On s'en fout, il n'y a pas de sismique, le béton il supporte la compression, il n'y a pas de nécessité vraiment de traction, de cisaillement, etc. Il ferraille comme ça. Et donc il ouvre les plans de ferraillage. Ashgabat, le truc il était noir, tellement la densité de ferraille. Et en plus, même pour aller vibrer le truc, la vibration par l'extérieur, etc. Tellement la densité des ferraillages était importante. Donc qui dit densité de ferraillage importante, les cages de ferraillage, c'est des cages qui sont préfabriquées. On les fabrique au sol, on les monte, ensuite on les lève et on vient les poser à l'endroit où on veut couler. On fait les seulement les armatures d'attente, on ferme les banches et on coule. C'était ça le truc, au lieu de les faire sur place. Et donc, la cage d'armature est fabriquée, elle est amenée, elle est posée là. Comme elle fait plus de 5 mètres de hauteur et qu'elle est extrêmement dense, sous son poids propre, elle n'est pas autostable. C'est une cage d'armature, elle n'est pas autostable, donc elle peut tomber. Et donc, pour la tenir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des échafaudages, que vous voyez derrière, qu'ils ont posé au droit de la cage d'armature, vous allez le voir sur la vidéo tout à l'heure. Ils ont ligaturé ça, c'est silk, entre l'échafaudage et la cage d'armature pour que l'échafaudage tienne la cage d'armature. Donc jusque-là, tout va bien. Dans la nuit, il devait lever l'un des deux échafaudages. En fait, il y en a deux, parce que c'est une coupe. En fait, il faut imaginer, voilà, en fait, on le voit avec la vue en plan. Il y a un premier échafaudage qui est là, en vert, et un deuxième échafaudage qui est là. Et c'est toute la cage d'armature avec les ouvertures qu'il y a, etc. Les mannequins, machin, etc. Et donc, dans la nuit, il devait lever l'un des deux échafaudages. Et donc, il y a un gars qui monte sur l'échafaudage, il défait l'échafaudage à la cage d'armature, il passe du premier échafaudage vers le deuxième échafaudage, en sautant par-dessus d'ailleurs, et l'opérateur donne instruction au grutier de commencer à lever la cage d'armature. Quand il commence à lever la cage d'armature, la première cage d'armature rentre en contact avec la deuxième, qui est adjacente derrière, et le tout, cage d'armature plus échafaudage, bascule vers l'avant. Bascule vers l'avant, alors que l'ouvrier né, c'est-à-dire l'élingueur, qui est allé accrocher les chaînes sur l'échafaudage pour pouvoir lever, il était sur le deuxième échafaudage, au moment où le tout bascule vers l'avant, et donc il passe, d'ailleurs ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des passerelles de travail en encorbellement. Les passerelles de travail en encorbellement, c'est un outil que vous montez au niveau du plancher qui vous permet de venir faire le coulage d'ailleurs en sécurité. C'est-à-dire, si j'ai cette passerelle-là qui fait 2-3 mètres, plus un grillage, je peux circuler ici tout à fait normalement. Il faut imaginer que ça fait toute la façade, tout le contour du bâtiment. Donc je peux circuler normalement, le coffrage est normalement, amène ta banche, pose ta banche, fais ton ferraillage, pose même un échafaudage dessus si tu veux, il n'y a pas de problème. Si on n'a pas ça, cet outil comme on est en Algérie, comment on fait? On laisse passer les armatures, on pose des madriers dessus, et les gars montent par-dessus le madrier de l'autre côté pour pouvoir faire le coffrage. Non? Si tu n'as pas ça, tu mets. Donc il laisse passer les armatures du plancher, il pose des planches par-dessus, il passe derrière, et donc bien sûr s'il passe derrière, si je suis de l'autre côté et qu'il y a juste
Imaginez des armatures qui dépassent d'ailleurs. Je mets une planche d'ailleurs en bois et je passe par-dessus. Bien sûr, je suis à risque de tomber. Si je suis là, mais allez, si je suis au 7e étage, 8e étage, 9e étage, 10e étage, 11e, pour ceux qui font des PFE, études d'un bâtiment R+8, R+9, R+10, comment je coule au 10e étage? Le voile, non. Je le coule comment? Parce que d'ailleurs, bon, c'était une structure voile entièrement, mais ça peut être un voile de contreventement. Si ce n'est pas une structure en voile complètement. Le voile de contreventement, quand vous faites la modélisation, vous savez la meilleure position des voiles de contreventement, FNDI, FNDN, FND, FNDN. Si vous en avez un qui est, le bâtiment, il est à la rive. Je le coule comment? Quand je suis au 5e étage, au 10e, au 15e. Comment je le coule? Comment je mets mon coffrage? Vous êtes déjà posé la question? On sait, ok, la densité, le ferraillage, les épingles tous les 10 cm, je ne sais pas quoi, parce qu'il faut rapprocher l'espacement, il faut rapprocher l'espacement, le nœud, etc. Oui, ok, très bien. On bat. Comment je les mets en place? L'ouvrier de Barakroyes. Mais quand il est au 7e, 8e, 9e, 10e mois de derrière, vous voyez les drames que ça engendre. Et je pointe personne du doigt. J'étais là, j'étais dans la même situation. Je vais vous dire mieux, j'étais en France, suivi des cours en France, etc., d'ingénieur. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais j'en ai parlé au Hessi, une radio Soumam tout à l'heure. J'ai rien appris en France, j'ai fait 2 grandes écoles avec plus ou moins de succès. J'ai rien appris d'un point de vue théorique de plus que ce que j'ai appris d'ailleurs. J'ai rien appris sur le béton armé de plus. J'ai fait des cours de l'ENSTCH en grande école, j'ai fait des cours l'ENPC, École normale indépendante chaussée. Grande école en France, j'ai rien appris de plus. Je suis Madame Cheikh Amar. Je peux aller à ses pieds comme je ferais avec ma maman, parce que les gens hier banat. J'ai rien appris de plus que ce que j'ai appris, Madame Cheikh Amar, le béton. J'ai rien appris de plus que ce que j'ai appris de la charpente métallique à Bécher. J'ai rien appris de plus que la MEF que je suis le médard à M. Srel, DDS à Madame Srel. Rien de plus d'un point de vue théorique. Qu'est-ce que j'ai appris? Le terrain. Quand vous terminez vos 6 mois, vous êtes en bac plus 5, 6 mois d'études, 6 mois de stage. Stage à le premier jour, l'équipement, le PC, le dossier, tu es un ingénieur à part entière, chantier. D'ailleurs, tenez-vous bien, pour les stages d'ingénieur en génie civil, quand ils arrivent en 3e année, ils font ce qu'on appelle un stage d'ouvrier. 3e année ingénieur, c'est-à-dire bac plus 3, un stage d'ouvrier obligatoire de la formation. Tu ne le fais pas, ou là je diplôme. Ouvrier, تشمرت على التيران واحد وذاك يتكولين واحد وذاك يتفيراين واحد وذاك يتكفرين تحت تكفر يديدسن تفيراي يديدسن تكول يديدسن تكرت الصباح عسلا توبيز على شو 6 الصباح ايتو باش تصنع pour savoir qu'est-ce que c'est que le chantier. C'est comme ça qu'on forme les ingénieurs. Mais en dehors de ça, d'un point de vue théorique, on n'a rien appris de plus que français par rapport à Ardaïne. Juste la pratique, le terrain. C'est très important. C'est pour ça que j'aurais aimé. Je peux vous expliquer n'importe quoi. Le compte chantier sur le chantier, ce qui se passe, pour moi, ce que vous apprenez le chantier en 30 minutes, c'est mieux que ce que vous apprenez d'ailleurs en 5 heures. Parce que vraiment, c'est ce à quoi vous allez être confronté à ce cas. Je ferme ma parenthèse, je vous passe la vidéo, quelques photos pour voir, c'est-à-dire comment on passe de la cinématique, les plans, les photos réelles du chantier à la vidéo et comment on garde vraiment l'authenticité de ce qui s'est passé sur le chantier, on le produit à l'identique. Donc vous voyez, c'est l'ouvrage en lui-même. D'ailleurs, vous voyez les passerelles de travail en encorbellement dont je vous ai parlé, donc pour venir monter vos coffrages, d'ailleurs, pouvoir couler, etc. Vous voyez, c'est la cage d'armature plus l'échafaudage qui a basculé, et le gars donc est tombé ici où il était, jusqu'à 17 mètres plus bas que ça. 25 ans, nouvellement marié, un enfant. C'est pas un drame. Il n'a rien demandé. Ça faisait 2 ans qu'il était sur le chantier. Il n'a rien demandé. C'est-à-dire, comme tous les jours, ou l'exendo. Et bon, ça c'est l'échafaudage qui est resté. Donc c'est l'échafaudage qui a été levé en fait. Et ça c'est l'échafaudage qui a basculé. Et donc le gars il passe par-dessus. C'est-à-dire, le pire dans tout ça, c'est que on avait les protections collectives d'ailleurs. De l'autre côté, on avait des protections collectives aussi. C'est-à-dire, on avait tout mis. Mais parce que l'opération de levage n'a pas été correctement préparée, parce qu'il y a eu un problème, la stabilisation de la cage d'armature, parce que normalement elle aurait pas dû être stabilisée avec l'échafaudage. L'échafaudage tel qu'il a été monté, je reviens juste pour vous expliquer un truc rapide. Si vous regardez la vue en coupe d'ailleurs, vous voyez que l'échafaudage en fait un tatsali d'ailleurs. Donc là, le truc est en arrière.
Sa seule fonction, c'est de stabiliser l'échafaudage contre la chute vers l'arrière. Oh, pardon, excusez-moi. C'est dans l'autre sens. Voilà, donc la seule fonction du truc c'est pour stabiliser l'échafaudage dans ce sens-là pour qu'il ne tombe pas. Par contre, l'échafaudage, il n'est pas stable dans ce sens-là, parce que quand tu fais le basculement, il bascule sur ce pivot. Donc un cahier, il bascule normalement. Si tu fais la hauteur et la largeur, bien sûr, plus un truc est haut, plus il est XRDIR, plus il bascule facilement. Simple. Si j'ai un truc très haut et qu'il est très large, pour le basculer à Cayenne, c'est compliqué. Pour le basculer à Cayenne, c'est simple, s'il est fin. Donc il y a une règle, ce qu'on appelle une règle de Taroua, c'est-à-dire la base doit être inférieure à 3 fois la hauteur. Sinon, le truc n'est pas autostable. Il peut basculer facilement. Et donc, l'échafaudage vers l'arrière, il était stable. Par contre, vers l'avant, il n'était pas. Et la cage d'armature rayée, elle n'était pas censée être stabilisée avec l'échafaudage. Il y avait un méthode statement qui avait été designé par des ingénieurs méthode, donc des ingénieurs en construction, qui ont dit voilà la méthode de stabilisation qu'on doit mettre en place, sauf qu'elle n'a pas été suivie d'effet sur le chantier. Et ça conduit à un mort. Precast rebars were installed for a 5-meter high wall, and 2 scaffolds were in place attached to the precast using steel ligature. One of the 2 scaffolds was to be moved with the tower crane. For this, one worker stood on the scaffold to detach it from the precast rebars, and when the scaffold was detached and slung, he jumped to the second scaffold nearby. Now, when the scaffold was further lifted, it hit the scaffold on which the worker was standing on, and the rebar cage to whom it was attached, and made it topple. The scaffold and the rebar cage laid on the facade platform. The worker fell from the top of the scaffold beyond the grid of the facade platform over a height of approximately 17 meters high. Causes. The lifting operation was poorly controlled, as the risks associated with the immediate proximity of the 2 scaffolds and presence of worker on the fixed scaffolding was not integrated. The element constituted by the scaffold and the rebar cage were unstable and was sufficient to unbalance the whole set. The typical method statement, which detailed the stabilization of the rebar cage using push-pull props, had not been implemented. Preventive measures. An operational procedure concerning the lifting operation should be implemented. This procedure should tackle roles and duties of the different persons involved, slinger, signaler, crane operator, lifting plan manager, supervisor. Skills, training, assessment of every person involved, signs of recognition and management attributes of these actors, additional systematic or potential complementary support were installed for a 5-meter high wall, and 2 scaffolds were in place. Donc là, vous voyez la position initiale des échafaudages et les échafaudages qui ont été fixés avec la ligature, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc le gars, il monte dessus, il enlève la ligature, il élingue l'échafaudage pour pouvoir le lever, il passe du premier vers le deuxième et il commence à lever. Bien sûr, au moment où il lève, il n'a rien à faire sur le second échafaudage. L'échafaudage, ils ont commencé à lever, même le truc qui bascule, il n'est pas dessus, il n'y a pas de problème. Donc, le premier échafaudage accroche le second, ça commence à se lever, et l'intégralité de la cage d'armature, donc qui était très 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 dense, bascule, et le gars il passe par-dessus les passerelles en encorbellement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Chute de 17 mètres.
Analyse de cause. The lifting operation was poorly controlled as the risks associated with the immediate proximity of the two scaffolds and presence of worker on the fixed scaffolding was not integrated. Donc la présence des échafaudages l'un à côté de l'autre n'était pas anticipée. D'ailleurs, vous voyez que déjà sur le côté, il y a des protections collectives. De l'autre côté, il y a des protections collectives. Donc il y a des trucs qui sont contre la chute de hauteur qui sont déjà en place. Et en dépit de ça, parce que l'opération de levage n'a pas été maîtrisée, encore une fois, c'est un accident qui est survenu de nuit. Oups, pardon. Ça, c'est les passerelles de travail en encorbellement dont je vous ai parlé. Donc, c'est des trucs que vous montez avec des sabots, en fait, traversant le béton. Ils passent avec des tiges artéans. Vous mettez les sabots et ensuite, vous venez accrocher dessus la passerelle de travail qui vous permet de travailler en sécurité sur toute la surface du bâtiment. Donc, je peux mettre ma cage de ferraillage, je peux mettre mes coffrages, je peux décoffrer, etc. Et ensuite, je l'enlève, je la passe au niveau supérieur, au niveau supérieur, au niveau supérieur. Et ça me permet de travailler toujours en sécurité. Oui? Oui? Sinon, oui. En fait, les échafaudages, ils étaient moins... Je vais remontrer. Ah, pardon. Ok. Donc les échafaudages, ils sont côte à côte initialement. L'opération qui devait être faite dans la nuit, c'est lever l'un des deux échafaudages et le déplacer ailleurs sur le chantier. Donc l'ouvrier, il monte, il enlève la ligature, il met les élingues, il y a la grue qui va lever l'échafaudage AN. Donc au moment où l'échafaudage AN il est en train d'être levé par le grutier, l'échafaudage, bien sûr, il est au bout de chaîne, donc il y a toujours un effet de balancier qui fait que l'échafaudage en pied aîné, il accroche l'autre échafaudage parce qu'ils sont adjacents. Et c'est le fait d'accrocher l'échafaudage qui a fait qu'il a soulevé juste assez pour que le truc il parte vers l'avant parce qu'il n'est pas autostable. Il n'est pas scellé au sol, etc. Tu vois, il n'est pas autostable, donc c'est pour ça qu'il bascule. C'est ça qui a fait que le deuxième échafaudage a bougé. Parce que ça se passe en quelques secondes en fait. Le truc il commence à... Exactement. Où l'opérateur qui conduit l'opération de levage... Ça dépend des opérations de levage. En fait, l'ouvrier, déjà c'est de nuit, le grutier, il n'a pas forcément une vision optimale sur ce qui se passe. C'est pour ça qu'il a un opérateur au sol, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, qui était au sol avec une radio, qui communique directement avec le grutier pour dire c'est allé, satar, à gauche, à droite, et je ne sais pas quoi, etc. Mais la position de l'opérateur qui était avec la radio, il était quelque part derrière. Donc il ne voyait pas forcément. Ce n'était pas la meilleure position. La position, on le voit à un moment donné. Le début de la vidéo, bon, je vais repasser dessus si ça ne le remontre pas. Ça, c'est la configuration qui était prévue initialement pour stabiliser la cage d'armature. Donc ça ne devait pas être stabilisé par les échafaudages, ça devait être stabilisé par ce qu'on appelle des push-pull props, donc des tirants poussants, des étais tirants poussants. C'est des étais métalliques fixés à la cage d'armature, fixés au sol, qui font que ça retient la cage d'armature en attendant de poser le coffrage contre la cage d'armature et de couler derrière. Ok, donc là ça parle de process global qui doit définir les rôles des gens qui doivent, entre guillemets, encadrer l'opération de levage, qui doit prendre en compte la vitesse du vent, etc. Parce que quand on lève quelque chose, il y a forcément la vitesse du vent qui va taper dessus, si c'est sur des murs rideaux, par exemple.
L'opérateur qui conduisait l'opération de vase, il était quelque part ici. Alors ça c'est la méthode normalement telle qu'elle aurait dû être suivie. Donc on amène la cage d'armature d'abord. Stabilisation de la cage d'armature avec les étais-tirants poussants. Supervision de la tâche par un chef de chantier. Vérification que tout est en ordre, qu'il n'y a pas de trucs en fer qui ont été attachés, etc. Conclusion. Donc globalement, on parle beaucoup on revient de la préparation de l'opération. C'est-à-dire, encore une fois, il y a un method statement qui a été fait, il prévoyait quelque chose, il n'a pas été présenté aux ouvriers, les ouvriers n'ont pas été formés, les ouvriers prennent une initiative, according to, comment on dit, en accordance avec leur ressenti, avec leur savoir, avec ce qu'ils ont, donc ils font eux au mieux. Mais ça les expose à un risque qui peut conduire à un accident fatal. On a encore à peu près 5-10 minutes, je pense. Voilà les 3 accidents que je voulais vous montrer. Et l'idée de cette intervention, globalement, c'est 2 messages. C'est de dire, un témoignage de « j'étais à votre place il y a quelques temps, aujourd'hui j'ai une carrière qui est ce qu'elle est, j'ai pu passer par un certain nombre de grands groupes, j'ai pu passer par 15 ou 20 pays, si ce n'est pas plus de ce que vous voyez, en partant d'ici, avec des notes catastrophiques en 2e année, comme vous avez vu. Donc, peu importe, c'est-à-dire les difficultés par lesquelles vous êtes en train de passer actuellement, ce n'est pas interdit d'avoir des objectifs, ce n'est pas interdit de rêver, vous pouvez faire des grandes choses dans votre carrière. Et il ne faut pas que vous... Parce que, c'est quand tu te mets toi-même tes propres limites, c'est ça qui détruit. Je sais que les conditions elles sont difficiles. Je suis passé par là, la résidence universitaire, à la chaîne, je sais très très bien ce que c'est. Donc voilà, ne vous fixez pas d'objectifs. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, on a vu des situations d'accidents. Je vous ai montré du bâtiment, je vous ai montré quelques photos de ferroviaires aussi pour que vous voyez. Donc on part d'une certaine formation. Ne vous attendez pas à ce que malade femme, que c'est né, vous êtes complet pour pouvoir commencer à travailler. Déjà, on vous apprend à l'université, on vous apprend à apprendre. Et on vous développe les mécanismes sur comment je peux apprendre tout seul, progresser, apprendre de nouveaux trucs, faire une formation en madame par exemple, dans autre chose, etc. Et ne vous focalisez pas trop sur les logiciels. Parce que je me souviens même, quand il est étudiant, l'objectif, il faut maîtriser SAP 2000, il faut maîtriser Robot, il faut maîtriser ETABS, il faut maîtriser AutoCAD, machin, etc. C'est important, mais ce n'est pas primordial. Donc actuellement, je ne peux pas vous faire je l'ai fait quand j'étais 5e année ingénieur et tout, je ne peux pas vous faire une modélisation de la SAP 2000, ce n'est pas un problème. Ça ne vous empêche pas, en fait, le plus important, ce n'est pas c'est-à-dire l'outil, c'est le raisonnement qu'il y a derrière. C'est de pouvoir comprendre, c'est pour ça qu'on vous fait des cours à longueur de journée avec des équations dans tous les sens, développer le mécanisme et de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le logiciel, pouvoir interpréter le résultat de logiciel, dire si c'est vrai, si c'est faux. C'est ça, et je pense que l'université MGATE, elle donne assez d'outils pour ça, pour pouvoir, je pense que j'en suis un exemple vivant, avec nous qui nous voilà, si j'ai un mawad, 17 de moyenne, 17 de moyenne, 17 de moyenne, 7 de moyenne, à l'année, je pense qu'on ne peut pas faire pire que ça. Avec de l'analyse mathématique, s'il y en a qui ont eu des problèmes d'analyse mathématique, donc je ne suis pas un super man. Je suis passé par les mêmes difficultés. Je pense que l'université MGATE, elle nous donne les outils au moins pour s'asseoir avec, je vous dis, il y a 2 semaines en Pologne avec des ingénieurs polonais. Dans 2 semaines, je vais être en Égypte avec des ingénieurs français et égyptiens. Un peu avant, j'étais en Allemagne avec des ingénieurs allemands et je me paye le luxe de Adichie à rapport et je lui écris un email à des ingénieurs allemands. Université MGATE, c'est ça que je mets dans mon CV. Donc il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, on vous apprend à réfléchir, utilisez ça, essayez de développer ce que vous pouvez ajouter à ce qu'on vous offre de l'université. Pour moi, le point le plus important, c'est le terrain, le terrain, le terrain, le terrain, le terrain.
لازم تروح مع التيران. Il faut faire des stages même s'ils ne sont pas inclus de la formation. Le seul truc que je fais à Dandéna, c'est les stages de fin d'études, encore une fois. Pendant 6 mois dans l'année, tu es sur le terrain, tu te confrontes à des ingénieurs, etc. Je me souviens, Monsieur Saadawi, c'était pour la première journée porte ouverte sur le génie civil, et à la conférence INES, 3-4 semaines après, une pointe, il y a le bureau, le stage. Et en dépit du fait, c'est-à-dire que ce n'était pas un stage comme le premier jour, tu es en stage à plein temps, tu es payé, etc. Bon, tu n'es pas payé comme un ingénieur, mais ça aide quand même un petit truc. Et surtout, c'est un stage à plein temps. Mon stage de fin d'études, je l'ai fait à l'étranger. Stage, à l'étranger à 5000 km. Donc, ils envoient des études. Je ne pensais même pas que c'était possible. Et là, la différence, c'est que des stages je me souviens, le bureau a dit calculer la descente de charge. Nous, le bureau, le bloc 5, on a descente de charge, etc. Aller-retour. Une fois sur le chantier, le coulage, la fondation de l'hôtel Raya. Je me souviens, à chaque fois,